Alors que les États-Unis ont un nouveau président, retournons en arrière pour évoquer tous les anciens locataires de la Maison-Blanche depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, parlons d'un expert de la vie parlementaire, un cow-boy du Texas, Lyndon Johnson. I will faithfully execute the office of President of the United States. An American airplane dropped one bomb on Hiroshima. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. We will make America great again. There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Le 22 novembre 1963, la stupeur est totale, les Américains sont sous le choc, leur président vient d'être assassiné, mais dans la tourmente, un homme est promu à un poste pour le moins important, Lyndon Baines Johnson devient le 36e président des États-Unis. Avant de devenir président, Lyndon Johnson était donc le vice-président de John Kennedy, mais ce n'est pas par affinité que Kennedy a fait ce choix, les deux hommes sont associés mais ils ne s'apprécient pas beaucoup, ils se méfient même l'un de l'autre, bref, ils ne peuvent pas se saquer, mais quand Kennedy se présente en 1960, il doit bien choisir quelqu'un pour ce poste, de toute façon le vice-président n'est pas très important, son rôle est plutôt symbolique, de toute façon il n'arrivera rien au président, il est jeune donc il ne risque pas de mourir de sitôt, et la dernière fois qu'un président s'est fait assassiner c'était William McKinley, c'était en 1901, autant dire que ça remonte un peu. It's been a long, long time. Donc, pas de risque, le vice-président ne servira pas à grand-chose, en revanche, il peut servir pour se faire élire, ce qui est déjà un bon début. Kennedy se tourne vers Johnson d'abord et avant tout pour rassurer le parti démocrate auquel il appartient, en désignant un vieux briscard de ce parti. Un vieux briscard, effectivement, c'en est un. D'abord représentant fédéral du Texas à partir de 1937, proche du président Franklin Roosevelt, sénateur du Texas en 1949, chef des démocrates au Sénat en 1953, Johnson connaît tous les rouages de la vie politique et parlementaire américaine. Et chez les démocrates, Johnson est plutôt libéral, il fait partie de l'aile droite démocrate. Kennedy espère donc également attirer les électeurs du Sud plus conservateurs, et particulièrement les votes du Texas, puisque son colistier est originaire de cet état. Johnson est donc le choix le plus stratégique et ce choix s'avère payant puisque Kennedy est bel et bien élu en 1960. Nominate Senator Lyndon B. Johnson of Texas for the office of Vice President. His long experience dates back to the administrations of Franklin Roosevelt. On 4 separate occasions, he has been chosen unanimously by his Senate colleagues for the Democratic leadership of that body. Et nous voilà donc en 1963, le destin propulse Johnson à la Maison-Blanche le 22 novembre, soit le jour du drame. Il prête serment à bord de Air Force One sur le tarmac de l'aéroport de Dallas, au Texas. À ses côtés, Jackie Kennedy, la veuve du président. Elle portait sur elle les stigmates de cette journée. Son tailleur était couvert de sang. Sa jupe était tachée à l'endroit où la tête du président avait reposé. Je ne dirais pas qu'elle était sous le choc. Elle avait tous ses esprits, mais ses yeux étaient grands ouverts. Et elle avait le regard triste, grave. Johnson a insisté pour qu'elle soit présente pour montrer qu'il prend bien la suite de son prédécesseur. Il exprime alors sa compassion pour la première dame et pour le peuple américain tout entier, orphelin de son président. Mais après cette journée traumatisante pour les États-Unis, les questions sont nombreuses. Pourquoi la sécurité de ce déplacement a été à ce point négligée par le Secret Service ? La veille, 2 agents du Secret Service ont fait la fête, ils sont rentrés à 5h du matin. Les bâtiments et les toits n'ont pas été sécurisés, les effectifs de sécurité n'étaient pas assez nombreux. Et la règle du Secret Service est claire, pendant le trajet, aucun virage ne doit dépasser les 90 degrés. Pourtant, ce jour-là, le tracé du convoi présidentiel, imaginé seulement quelques semaines avant le jour J, ce tracé contient un virage à 120 degrés, ce même virage qui sera fatal à Kennedy. Mais la vraie question que tout le monde se pose, c'est qui a tué le président ? Ce 22 novembre 1963, quand la Lincoln Continental arrive sur Elm Street, elle passe devant le Texas School Book Depository, le convoi roule à 15 km/h, des citoyens venus assister à l'événement remarquent qu'un homme est posté au 5e étage du bâtiment avec un fusil.
À 12h30, le tireur, un certain Lee Harvey Oswald, ouvre le feu. En moins de 6 secondes, 3 coups de feu sont tirés. Après ça, il s'enfuit du bâtiment, mais il est remarqué par la police. Le signalement est envoyé à toutes les patrouilles de la ville. Un policier seul l'aperçoit et tente de l'interpeller, mais un témoin observe la scène de loin, dans son rétroviseur, et il voit Oswald vider son chargeur sur le policier avant de continuer sa fuite. Vers 13h40, il est arrêté dans un cinéma. Après son arrestation, il subit plusieurs heures d'interrogatoire devant plus de 35 agents de la police. Vers minuit, le suspect numéro 1 est présenté en conférence de presse. Il affirme qu'il n'est pas l'assassin de Kennedy. Did you kill the president? No, I've not been charged with that. In fact, nobody has said that to me yet. The first thing I heard about it was when the newspaper reporters in the hall asked me that question. En quittant la conférence de presse, Lee Harvey Oswald crie désespérément I'm just a patsy. qui veut dire « je ne suis qu'un pigeon », autrement dit un bouc émissaire. Le 24 novembre, soit 2 jours après le meurtre de Kennedy, Lee Harvey Oswald doit être transféré en prison. À la sortie de son dernier interrogatoire, il y a une foule de journalistes et il y a un homme, un intrus, Jack Ruby, qui saute sur Oswald et l'assassine avec un revolver. Lee Harvey Oswald est mort, celui qui aurait pu parler est condamné au silence. L'assassin présumé du président ne pourra donc plus se défendre, l'instruction est close, aucun autre suspect ne sera arrêté, aucune autre piste ne sera étudiée par les autorités. À son procès, Jack Ruby explique son geste par le fait de vouloir éviter la peine d'un procès à la veuve du président, Jackie Kennedy. Mais à la question « Qui a tué le président ?», une autre question s'ajoute. Et si Oswald disait vrai ? Et si c'était effectivement un bouc émissaire dans cette histoire et qu'il n'était pas vraiment l'assassin du président ? Les théories sur un éventuel complot sont nombreuses et il faut reconnaître que tout n'est pas très clair, tous les éléments ne collent pas dans cette affaire. L'histoire est bizarre et ne convainc pas. Un homme seul de 24 ans, sans motif, tue le président sur un coup de tête et 2 jours plus tard, un autre homme lambda, sans mobile, tue le meurtrier et le fait taire sans raison. Parmi les éléments bizarres, d'abord le mobile. En privé, Oswald avoue son admiration pour Kennedy et encense le président. Ensuite, les conditions de l'assassinat, Oswald a tiré dans le dos du président, donc au moment de l'impact, le corps de Kennedy aurait dû être projeté vers l'avant. Problème, le film de Zapruder, qui reste la seule preuve vidéo du meurtre, montre clairement que Kennedy est projeté vers l'arrière. Il y avait donc peut-être un deuxième tireur placé devant le convoi, et si ce tir vient de devant, c'est que Oswald n'est pas l'assassin. D'autres éléments restent inexplicables, c'est le cas de la deuxième balle tirée, celle qui tranche la gorge de Kennedy et qui touche le gouverneur Connolly. La trajectoire est tellement improbable que très vite on appelle cette deuxième balle la balle magique. The Warren Commission thought they had an open and shut case. 3 bullets, 1 assassin. But 2 unpredictable things happened that day that made it virtually impossible. One, the 8mm home movie taken by Abraham Zapruder while standing near the grassy knoll. And 2, the third wounded man, James Tague, who was nicked by a fragment while standing near the triple underpass. The time frame, 5.6 seconds, established by the Zapruder film, left no possibility of a full shot. So the shot or fragment that left a superficial wound on Take's cheek had to come from one of the 3 bullets fired from the 6th floor of the depository. That leaves just 2 bullets. And we know one of them was the fatal headshot that killed Kennedy. So now a single bullet remains. A single bullet now has to account for the remaining 7 wounds in Kennedy and Conley. But rather than admit to a conspiracy or investigate further, the Warren Commission chose to endorse the theory put forth by an ambitious junior counselor, Arlen Specter, one of the grossest lies ever forced on the American people. We've come to know it as the magic bullet theory. La balle sort du canon du fusil, elle parcourt 58 mètres, elle touche le dos du président juste à droite de la colonne vertébrale, traverse son cou, sort par la gorge, puis arrive dans la clavicule droite du gouverneur assis devant lui, traverse son poumon, fracture une côte en ressortant, transperce le poignet puis termine sa course folle en perforant sa cuisse gauche. La balle a ensuite été retrouvée quasi intacte.
That's some bullet. Cette théorie de la balle magique retenue comme la plus plausible par la commission Warren, créée par le président Johnson pour enquêter sur les circonstances de l'assassinat de Kennedy, cette même commission a fait une reconstitution de la scène plusieurs mois après, et des agents expérimentés tentent de reproduire le geste d'Oswald, au même endroit avec la même arme et dans le même laps de temps, à savoir 3 balles tirées en 5,6 secondes à plus de 50 mètres de distance. Aucun des 3 agents expérimentés ne parvient à reproduire l'exploit d'Oswald. L'arme met plus de 2,5 secondes à être rechargée, il est donc impossible qu'Oswald ait pu tirer 3 coups en moins de 6 secondes, tout en touchant parfaitement la cible à plus de 50 mètres sans prendre le temps de viser. Autre chose étrange, à l'hôpital de Dallas, les médecins font l'autopsie du corps du président et concluent que le tir provenait de l'avant, mais très vite, les membres du Secret Service emportent la dépouille de Kennedy et décrètent que l'autopsie sera réalisée par des médecins à Washington. Cette nouvelle autopsie contredit la précédente et affirme que les tirs provenaient de l'arrière. Enfin, Lee Harvey Oswald, dont les intentions ne sont pas claires, Oswald a eu 2 jours pour se défendre, pendant des heures devant des agents de police, sans pouvoir faire appel à un avocat, et surtout, il ne reste rien de ces interrogatoires. Pas de notes, pas d'enregistrement, absolument rien, ce qui est plutôt étrange quand on interroge un homme suspecté de meurtre, qui plus est le meurtre du président. Dans la nuit du 23 au 24 novembre 1963, soit le lendemain du drame, dans le bureau ovale, le téléphone sonne et le tout nouveau président répond. Au bout du fil, Robert Kennedy, qui n'est autre que le ministre de la Justice et surtout le frère de l'ancien président, il demande à Johnson spontanément, imprudemment: « Monsieur le Président, avez-vous fait tuer mon frère ?» That president was a gentleman and a human being. This man is not. He's mean, bitter, a vicious animal in many ways. I think he's got this other side of him in his relationship with human beings, which make it very difficult unless you want to kiss his behind all the time. Plus de 60 ans après le drame, le mystère reste entier. Est-ce l'œuvre d'un tueur isolé? Est-ce un complot organisé? Pourquoi Oswald a voulu tuer le président? Pourquoi un complot en aurait voulu au président? Johnson était-il impliqué dans cette affaire? Autant de questions qui restent encore aujourd'hui sans réponse. Dès qu'il devient président, Lyndon Johnson annonce qu'il veut poursuivre les combats de son prédécesseur, la lutte contre la pauvreté en première ligne, et sa connaissance du système parlementaire et son habileté politique lui permettent en peu de temps de faire voter des lois au Congrès dans un programme d'action qu'il baptise la Grande Société, des lois sur les droits civiques, des minorités, l'enseignement et le projet Medicare, un équivalent à l'américaine des retraites, mais je vous le disais, Johnson est bien plus modéré que Kennedy. Le volet social des mesures est donc moins poussé qu'avec son prédécesseur. Kennedy est mort et l'espoir de millions d'Américains avec lui. Because it's not just Negroes, but really it's all of us who must overcome the crippling legacy of bigotry and injustice, and we shall overcome. Le président Johnson est largement élu en 1964, vraiment élu. Sa popularité est au plus haut. Mr. Johnson was thrust into office through the tragedy in Dallas. Now he sought to become president in his own right. And he was opposed by Republican Barry Goldwater in a hot and heavy political campaign. La lutte contre la pauvreté semble donc porter ses fruits, mais un événement va venir contrecarrer les plans du président et ternir son image et son mandat. Les États-Unis s'engagent de plus en plus dans la guerre du Vietnam et s'enlisent dans ce conflit qui s'avère très coûteux. Le pouvoir fédéral ne peut pas assurer la guerre à l'extérieur de ses frontières et la lutte contre la pauvreté à l'intérieur. That's not possible. Pour comprendre la guerre du Vietnam, un petit rappel historique s'impose. En 1954 se termine la guerre d'Indochine qui oppose la France qui domine la région et les populations locales composées du Laos, du Cambodge, du Tonkin, de l'Annam et de la Cochinchine. Le Tonkin, l'Annam et la Cochinchine forment le Vietnam et en 1954 donc, la guerre d'Indochine prend fin, les Français quittent la région, laissant le Vietnam divisé en deux entre le nord communiste dirigé par Ho Chi Minh, soutenu par la Chine de Mao Zedong, et le sud du Vietnam pro-américain. En 1955 commence la seconde guerre d'Indochine, autrement dit, la guerre du Vietnam. Ce conflit oppose donc le nord communiste et le sud soutenu par les États-Unis, et entre 1955 et 1965, soit pendant 10 ans, les gouvernements américains successifs n'interviennent que financièrement et matériellement dans ce conflit, mais à partir de 1965, Lyndon Johnson ordonne l'intervention massive au Vietnam, le Congrès approuve cette décision et c'est à partir de ce moment-là
que les États-Unis s'enlisent dans ce conflit dont ils n'arrivent plus à se sortir. De plus en plus de soldats sont envoyés sans rapporter le succès attendu. I don't know much about anything, but I think some of America's best young men served in this war. There was Dallas from Phoenix, Cleveland, he was from Detroit, and Tex was... Well, I don't remember where Tex come from. Cette guerre divise profondément l'opinion américaine, la popularité de Lyndon Johnson dégringole au fur et à mesure que la guerre s'installe. Régulièrement, le président est interpellé, notamment par les jeunes. Hey, LBJ, how many kids did you kill today? Le mandat du président Johnson s'enlise au Vietnam et en plus de l'assassinat de John Kennedy, sa présidence est marquée par 3 autres assassinats qui ont marqué l'Amérique. D'abord Malcolm X en 1965, fervent défenseur des droits civiques, puis le pasteur Martin Luther King en avril 1968, apôtre de la non-violence, sa mort provoque de vives émeutes, et Robert Kennedy qui se lance dans la course à la Maison-Blanche pour succéder à Johnson et qui connaît le même sort que son frère aîné. Il est assassiné en juin 1968 à Los Angeles, en Californie. Mais revenons à Lyndon Johnson. En tant qu'homme, il est plutôt autoritaire avec ses équipes et assez paranoïaque. En 2006, longtemps après sa mort, le Duke University Medical Center le diagnostique même bipolaire. Mais surtout, le président adore choquer et dans cet exercice, il a une cible favorite, les jeunes conseillers hérités des années Kennedy. Après des discussions dans le bureau ovale, il les invite souvent à poursuivre leur conversation dans les toilettes, la porte ouverte, le jet bruyant, de quoi mettre mal à l'aise bien sûr, et après cet épisode sans doute douloureux pour les conseillers, il se retourne même le pantalon encore bas, laissant son entrejambe, qu'il surnomme d'ailleurs Jumbo, toujours provocateur, à la vue de son interlocuteur. Le 31 mars 1968, LBJ renonce à obtenir l'investiture du Parti démocrate en vue de la prochaine élection présidentielle. Les analystes politiques pensent que le président renonce en raison de son impopularité, mais le problème n'est pas là. En janvier 1969, il lance à quelques-uns de ses amis « Je vais profiter du temps qu'il me reste ». Cette phrase peut paraître anodine pour un homme qui vient de passer plus de 5 ans à la Maison-Blanche, mais voilà, le président ne dit pas ça au hasard, il vient de recevoir les résultats d'une analyse sur son espérance de vie, prenant en compte les antécédents familiaux et l'histoire des hommes de sa famille. Les résultats l'effraient, son père est mort à 62 ans, il en a 61. L'étude conclut à une mort probable à 64 ans. Il est donc persuadé qu'il ne pourra pas vivre 4 ans de plus pour honorer un nouveau mandat, et l'étude se révélera exacte puisqu'il meurt bel et bien le 22 janvier 1973, à 64 ans. En attendant, la Maison-Blanche revient au camp républicain dès 1968 et le candidat battu à l'élection présidentielle 8 ans plus tôt l'emporte cette fois. Richard Nixon devient le 37e président des États-Unis. The magic bullet enters the president's back, headed downward at an angle of 17 degrees. It then moves upward in order to leave Kennedy's body from the front of his neck, wound number 2, where it waits 1.6 seconds, presumably in midair, where it turns right, then left, right, then left, and continues into Conley's body at the rear of his right armpit, wound number 3. The bullet then heads downward at an angle of 27 degrees, shattering Conley's 5th rib and exiting from the right side of his chest.
wound number 4. The bullet then turns right and re-enters Conley's body at his right wrist, wound number 5. Shattering the radius bone, the bullet then exits Conley's wrist, wound number 6, makes a dramatic U-turn, and buries itself into Conley's left thigh, wound number 7, from which it later falls out and is found in almost pristine condition on a stretcher in a corridor of Parkland Hospital. Anyone who's been in combat will tell you never in the history of gunfire has there been a bullet this ridiculous. Yet the government says it can prove it with some fancy physics in a nuclear laboratory.